Bonjour à tous et à tous, bienvenue. On est très heureux d'être présent aujourd'hui pour vous partager notre retour d'expérience sur le software teaming au travers de l'onboarding, mais également du travail en remote ou encore de la productivité. Tout simplement vous partager notre quotidien depuis 4 ans dans notre équipe. Alors, on va parler de pas mal de sujets. On n'aura pas le temps d'aller dans le détail sur tout. Peut-être que certaines choses vont vous étonner. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du talk, normalement, on a du temps pour des questions. On vous propose de commencer par notre pratique qui est sûrement la plus singulière, le mob programming. Et puis, on a en plus la chance d'avoir parmi nous le papa du mob, Woody Zoul. Donc, en fait, on va commencer par vous faire travailler. Qui parmi vous a déjà essayé le mob programming? Ah ouais, pas mal de monde. Le pair programming? Ouais, quasiment tout le monde. Alors, le mob, pour ceux qui ne connaissent pas, le mob programming, ensemble programming, software teaming, tout ça, ça désigne la même pratique. Alors, l'histoire, c'est qu'au départ, le mob programming, ça a été découvert par l'équipe de Woody. Et le souci, en fait, c'est que mob, en anglais, ça a une connotation très négative. Du coup, aujourd'hui, Woody va plutôt parler de software teaming. Moi, j'avoue qu'étant beaucoup habitué, je vais plutôt parler de mob dans le reste de la présentation. Alors, le mob, en quelques mots, c'est toute une équipe à travailler sur le même sujet au même moment dans la même pièce. C'est un peu comme le pair, mais à plus de deux. Si vous avez vraiment jamais essayé, c'est tout sauf une personne qui travaille et les autres qui regardent. Ça s'inspire en fait d'une certaine façon de faire du pair qu'on appelle le strong style pairing, dont le principe est assez simple. Pour qu'une idée soit matérialisée par du code, il faut qu'elle passe au minimum d'un cerveau à un autre. Donc très concrètement, à un instant T, la personne qui a le clavier, elle va essentiellement écouter ce qui se passe autour d'elle. Et puis, très rapidement, mettons toutes les 10 minutes, le clavier change de main. En tant que développeur plutôt expérimenté, moi, franchement, j'adore cette pratique. C'est vraiment génial en fait de résoudre des problèmes tous ensemble. Certes, c'est un peu fatigant, il faut faire des pauses, mais vraiment sortir d'une séance de mob qui marche bien, c'est un sentiment qui est vraiment génial. En effet, le mob programming ou le software teaming, c'est souvent une pratique qui a plutôt l'image d'être tournée vers les développeurs et les développeuses qui sont plutôt expérimentés. Mais de mon point de vue, en tant que développeuse junior, j'ai un avis contraire. Pour moi, c'est vraiment chouette et c'est finalement la meilleure façon d'être onboardé. Alors en quelques mots, je m'appelle Marjorie, j'ai commencé à travailler en tant que conseillère nationale en prévention des risques professionnels pour le secteur agricole. J'ai fait ce métier durant 6 années, pendant lesquelles j'ai également effectué des missions de product owner. Et il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant, j'ai sauté le pas et je me suis reconvertie pour un métier qui me faisait rêver. Je suis devenue développeuse web dans l'équipe de Comet. Et moi, c'est Alexandre et aujourd'hui, je suis CTO chez Comet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien Comet, déjà, on n'est pas le Comet freelance, on est plutôt le Comet Réunion. En fait, le business de Comet, c'est de proposer des endroits hyper chouettes pour les entreprises qui veulent organiser des événements importants, des grosses réunions, des séminaires, des formations. À la base, on était une start-up et maintenant, on est plutôt une scale-up. On est présent sur 3 pays, la France, l'Espagne et la Belgique. Et en fait, notre équipe, elle fabrique des outils pour l'essentiel des métiers de chez Comet. Alors, il y a pas mal de monde entre les commerciaux, la compta, les opérationnels qui travaillent sur site. Et puis aussi, on construit des applications pour vendre les produits Comet. Donc, il y a pas mal de trucs à faire. Comet, on est assez nombreux. Mais Marjo et moi, on travaille dans une petite équipe. L'équipe tech, c'est une petite équipe. Pour être exact, on est 9 et ça regroupe à la fois la partie produit mais également data et côté développement, on est 6 développeurs et développeuses. Alors la particularité de notre équipe, c'est qu'elle est hétérogène sur 3 points principaux. Le premier, c'est si on regarde nos niveaux d'expérience. En effet, on va avoir des profils allant de très junior à très expérimentés. Le deuxième point, c'est qu'on a une personne qui est en full télétravail toute l'année et le reste de l'équipe, on va l'être à des degrés différents en fonction du contexte et des semaines. Et le troisième point, c'est que notre équipe, elle est hétérogène si on regarde notre périmètre d'activité. En effet, on va couvrir une grande diversité d'activités allant du recueil de besoins jusqu'à la mise en production, mais également le suivi de nos apps et toute la partie support.
Alors le paradoxe de notre équipe, c'est qu'on aurait pu faire le choix, un petit peu à l'image de cet thé d'arbre, de se spécialiser et de devenir très pointu dans un domaine. Eh bien, on a fait le choix inverse. En fait, à l'image de cette forêt, on a choisi de coder tous les jours, tous ensemble. La deuxième particularité de notre équipe est que depuis sa création, il y a maintenant un peu plus de 4 ans, on suit les pratiques d'Extreme Programming. Alors, Extreme Programming, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, au commencement, c'est avant tout un livre qui a été publié en 1999 par Ken Beck. Il s'en est suivi une deuxième édition, Extreme Programming Explained, Embrace the Change, qui a été coécrite avec sa femme, Cynthia Andreas, et publiée en 2004. Alors là, vous vous dites peut-être 1999, 2004, ça commence à faire quelques années. Et pourtant, si vous plongez dans le contenu, il est résolument moderne. En effet, vous allez trouver plein de pratiques et de principes liés au code. Par exemple, le Test Driven Development, qui est plus connu sous le nom de TDD, ou encore l'idée de base de code unique, ou encore le trunk base. Alors maintenant, si on fait un pas de côté, il y a une partie qui est beaucoup moins connue dans Extreme Programming, ce sont ses valeurs. Et là, on retrouve les idées de feedback, de communication, de simplicité, de respect. Et c'est vraiment finalement quelque chose de très important, c'est des briques élémentaires pour construire une équipe solide. Alors comme j'ai fait une reconversion, au début, j'avais pas forcément de repères sur ce qui se faisait dans les équipes au quotidien. Alors quand j'ai commencé à en parler, j'ai vu que ça a éveillé la curiosité. Ça a soulevé plein de questions. Surtout quand je disais qu'on faisait jamais de pull request. Jamais de code review non plus. Puisque dans l'équipe, on va chercher à éliminer le travail en asynchrone. Mais également que pour moi, les branches, c'était quelque chose qui était abstrait puisqu'on n'en fait jamais dans l'équipe. Et ça nous évite finalement tous les merges qui peuvent être parfois un petit peu sportifs. Et finalement, je ne suis jamais seule non plus, puisque je suis toujours soit en pair, soit en mob. Et une question revenait également systématiquement, c'est comment on avait réussi à convaincre nos décideurs et comment on avait mis en place ce fonctionnement chez Comet. Alors en toute humilité, on a eu pas mal de chance. Tout ça, ça a commencé en 2019. À l'époque, je faisais déjà du mob, j'étais dans une petite start-up, mais bon, elle était en train de péricliter. Et j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas, qui est un des fondateurs de Comet. On partait vraiment d'une feuille blanche, il n'y avait pas du tout d'équipe tech chez Comet. Il y avait eu quelques petits développements qui avaient été faits par des agences, c'était plutôt du forfait, et honnêtement, ça ressemblait plutôt à du cycle en V. Puis Nicolas, il n'avait jamais bossé non plus avec des informaticiens. Alors, il m'a bien expliqué ce qu'il voulait faire, sa vision métier, voilà, et puis voilà pourquoi il voulait monter une équipe de dev. Il y avait un nouveau produit, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et puis, une fois qu'il a fait ça, il m'a demandé, bon, Alex, si tu nous rejoins, comment tu aimerais que ton équipe elle fonctionne? Alors, j'ai tout de suite commencé par lui dire comment je voulais pas qu'elle fonctionne. Donc, en gros, le cycle en V, je lui ai expliqué pourquoi c'était pas forcément ma tasse de thé. Et comme on était sur un nouveau produit, quelque chose sur lequel il y avait beaucoup d'inconnus, je lui ai proposé de fonctionner avec une approche plutôt expérimentale, très itérative. Et la deuxième chose, je lui ai dit, voilà, dans notre métier, dans le développement, on a tendance à vraiment se spécialiser, mais à mort, quoi. Entre les développeurs qui veulent faire que du back, ceux qui veulent faire que du front, et ceux qui font du mobile, mais que de l'Android, et les autres qui veulent faire que de l'iOS. Comme on avait peu de budget, qu'on pouvait monter seulement une petite équipe, je lui ai proposé d'avoir des développeurs mais qui sont très bons dans un domaine, mais aussi plutôt curieux, qui s'intéressent à ce qui se passe à côté, et du coup qui sortent vraiment du stéréotype du dev qui est tout seul devant son écran avec le casque sur les oreilles. Et je lui ai parlé du mob, dès le premier entretien. Alors il m'a regardé, il m'a fait « Ah ouais, ok, bon, c'est comme des consultants dans une war room. » C'était un consultant dans un gros cabinet de conseil. J'avoue que sur le moment, je n'ai pas osé le contredire. Et puis, le truc que je lui ai dit aussi, et pour le coup, ça, je ne le regrette vraiment pas, c'est que comme c'était très incertain, mais vraiment à tous les niveaux, je lui ai proposé de fonctionner avec des cycles d'une semaine. C'est-à-dire que très concrètement, je suis arrivé un mercredi chez Comet, et le mercredi suivant, on faisait déjà une démo, et on a instauré ce rituel-là. C'était en 2019. 5 ans plus tard, il y a plein de choses qui ont changé dans l'équipe, mais on est resté en fait sur ce mode de fonctionnement.
Le seul truc qui a changé, c'est que on est passé du mercredi au vendredi, ce qui est plus logique pour un rituel de fin de semaine. Donc, en fait, pour répondre à la question comment on a convaincu nos dirigeants, pour moi, ce système d'itération d'une semaine, ça a été vraiment clé. Le fait de montrer que les choses avancent, le fait d'échanger du feedback, mais vraiment hyper souvent, minimum une fois par semaine, de montrer que, que ça avance. Le fait de dire en fait aux représentants du business, mais qui peuvent changer d'avis, mais vraiment n'importe quand, honnêtement, ça se vend tout seul. Et ça permet, vous pouvez vous dire peut-être, ouais, le mode programming, c'est pas quelque chose de raisonnable, mais une équipe qui avance, on va pas l'embêter, quoi, qui montre qu'elle avance. Alors, une semaine, c'est vrai que ça paraît short, ça passe très très vite. Et pour que le rythme soit soutenable, il y a un truc qui est vraiment hyper important, c'est la simplicité. Et c'est pas si évident que ça, parce que nous autres ingénieurs, on aime bien les trucs compliqués, quoi. On aime bien les problèmes un petit peu ardus. Et ça, il faut lutter contre ce goût pour la complexité et vraiment se décarcasser pour faire simple. Et alors la simplicité, quand on est junior, c'est quelque chose qui est difficile. C'est la raison pour laquelle je tenais particulièrement à vous parler de cette pratique d'extreme programming, le Test Driven Development, qui est plus connu sous l'acronyme de TDD. Alors il y a plein de façons de faire du TDD, plein de styles différents, mais le principe général, c'est celui-ci. Avant toute chose, on va écrire un test rouge qui va représenter le comportement qu'on souhaite atteindre. Ça va être la première phase. Ensuite, on va passer à l'implémentation du code jusqu'à valider notre test qui va du coup passer au vert. Et ensuite, on va faire une phase de refactoring pour améliorer notre code, le rendre plus propre, etc. Et une fois qu'on a fini ce premier cycle, on va repartir au début et écrire à nouveau un test rouge. Alors pourquoi le TDD, c'est intéressant lorsqu'on est junior ? Tout simplement parce que cadrer et structurer un problème, c'est quelque chose qui est difficile. Et le TDD va nous permettre de segmenter un problème qui va être complexe en un ensemble de sous-problèmes qui vont être beaucoup plus faciles à résoudre. Et du coup, naturellement, on va tendre vers une meilleure qualité de code. Comme j'ai fait une reconversion aussi au début, j'avais pas toujours le bon vocabulaire. Et du coup, le TDD, c'était un bon point de départ, puisque ça permettait de se mettre d'accord sur ce qu'on voulait implémenter en équipe. C'est également une formidable documentation vivante. En effet, le TDD, les tests, lorsqu'on va naviguer dans le code, on va pouvoir trouver tous les cas qu'on a pu couvrir auparavant, mais également ceux qu'on a mis de côté, les choix qu'on a pu faire. Donc c'est vraiment intéressant. Mais la simplicité, vous vous en doutez, ce n'est pas uniquement l'adage du code, ça se décline à tous les niveaux. Et notamment dans les choix technologiques qu'on peut faire. Alors nous, on suit la pratique du Taco Bell Programming, donc c'est inspiré du nom de la franchise de restauration américaine, Taco Bell, qui a fait le choix de construire toutes ses recettes avec un nombre très restreint d'ingrédients. Alors comment ça se traduit dans notre équipe ? Tout d'abord, on n'a qu'un seul langage. On aurait pu en choisir plusieurs, mais nous, on s'est concentré sur TypeScript. Dans le bac, on va avoir du Node, du Redis et du Postgre, et on aurait même pu faire le choix un peu plus extrême de garder uniquement Node et Postgre. Et pour le front, on va être en React. Et à chaque fois qu'on va vouloir intégrer une nouvelle techno, peu importe ce qu'on veut intégrer dans notre stack, on va se poser énormément de questions. Tout simplement parce que comme on est une petite équipe, on sait que l'ajout de quelque chose va drainer des questions diverses. Notamment, on va devoir acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expertises. Et il y a également un gros volet, celui de la maintenance. Donc pour éviter cela, on s'est contenté sur un nombre plus restreint. Mais bien évidemment, la simplicité, ce n'est pas uniquement pour la partie développeur et développeuse, c'est également pour la partie produit. Effectivement, quand on développe une nouvelle fonctionnalité, c'est souvent un pari, que ce soit pour des utilisateurs externes, des clients ou des utilisateurs internes. On ne peut pas avoir de certitude sur le fait que les fonctionnalités, elles vont être utilisées ou qu'elles vont être utilisées comme on l'espère qu'elles le soient, que vraiment on va résoudre les problèmes de nos utilisateurs. Du coup, nous, on va vraiment travailler à mort pour réduire le périmètre de ce qu'on fait, pour en fait avoir du feedback, mais le plus tôt possible en fait sur le travail effectué. Et alors quand je dis vraiment réduire le périmètre, ça veut dire vraiment simplifier. C'est-à-dire que si pour le problème du moment, une petite spreadsheet Google avec du Google Script pas très très joli, ça fait le job, on part là-dessus.
quitte à revenir dessus pour plus tard mettre en place quelque chose de techniquement beaucoup plus costaud. Et alors, quand on a vraiment à faire des choses un peu costauds, quand on a vraiment des problèmes techniques à résoudre, là, pour le coup, pour nous, la pratique qui déchire, sans contexte, c'est le mob. Pourquoi ? Parce que quand on a vraiment toutes les compétences autour de la table, que tout le monde est à l'aise, c'est un gros prérequis, mais si c'est le cas, si tout le monde est à l'aise en fait pour s'exprimer, pour exprimer ses idées, qu'on peut confronter ses idées, et c'est vraiment c'est top en fait pour trouver vraiment des solutions simples. Alors Woody on parle beaucoup mieux que nous, mais en plus de ça, le mob, ça résout un milliard de problèmes qui peuvent se retrouver dans des équipes. Mais en tout cas, pour trouver des solutions simples, c'est chouette. Et en fait, au plus on va avoir de diversité dans l'équipe, au plus ça va être intéressant, puisqu'on va avoir des raisonnements, des réflexes différents, et du coup, on va pouvoir s'enrichir les uns les autres. Ce qui est également intéressant avec le mob ou le software teaming, c'est que si une personne est absente, peu importe la raison, ça peut être des vacances ou toute autre chose, on va être toutes et toutes en capacité d'intervenir sur le code. Donc, c'est vraiment un gros bénéfice. Mais pour que ce soit intéressant, le mob, il faut qu'il y ait une bonne communication. Et ça, quand je suis arrivée dans l'équipe, on m'a dit « Marjorie, sens-toi libre de poser toutes les questions que tu veux, n'hésite pas, il n'y a pas de problème ». Mais finalement, entre l'invitation et le fait d'oser, parfois, il y a un fossé. Surtout quand on est junior, en fait, parce qu'on va être constamment entouré de personnes bien plus expérimentées que nous, et ça va être un petit peu intimidant. Et du coup, le syndrome de l'imposteur, il est jamais très très loin. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix aujourd'hui de prendre du temps pour vous parler de la sécurité psychologique. Alors la sécurité psychologique, c'est un concept qui a été décrit et vulgarisé par le docteur Emile Edmondson dans les années 1990. Et ça consiste en la croyance qu'on a toutes et toutes de pouvoir exprimer librement ses idées, ses opinions, mais également ses erreurs sans avoir la crainte d'être humilié ou puni pour le fait de s'être exprimé. Et pourquoi c'est intéressant dans nos équipes ? Tout simplement parce que de nombreuses études ont montré que ça faisait partie des 5 piliers qui allaient déterminer la performance d'une équipe. L'étude la plus connue, c'est celle qui a été menée en 2012 chez Google. Ça s'appelait le projet Aristote. Et Astro Taylor, qui est le CEO de Google X, donc c'est la branche expérimentale de Google, va même un cran plus loin. Pour lui, c'est le seul moyen qui permet aux individus de s'engager sur des projets qui vont être à risque et à impact. Tout simplement parce que la sécurité psychologique, ça va permettre d'oser, mais ça va également donner la liberté d'échouer. Alors l'absence de sécurité psychologique dans les équipes, ça va venir menacer la créativité, mais également la capacité des individus à apprendre. Or, comme on vous le disait, c'est un des principaux bénéfices du mob aussi de s'enrichir les uns des autres. Donc ce serait dommage de s'en priver. Et finalement, un point important, c'est que la sécurité psychologique, ça ne se joue pas uniquement au niveau des relations interpersonnelles. C'est un climat général dans lequel on va se sentir libre de s'exprimer, donc ça se joue au niveau des équipes et des organisations. Alors la sécurité psychologique, c'est important dans toutes les équipes. Et dans une équipe où on fait du mob, quand on n'en a pas beaucoup, mais alors ça se voit mais tout de suite. Et comme l'a dit Marjo, ça perd de son intérêt parce que s'il n'y a pas beaucoup de sécurité psychologique, ça veut dire, en gros, si vous avez une idée et que vous n'osez pas prendre la parole, franchement, c'est dommage. Et la sécurité psychologique, on n'en a jamais trop. Et malheureusement, même si le concept est simple, c'est pas évident à instaurer. Pourquoi ? Parce que une équipe dans laquelle il y a de la sécurité psychologique, c'est une équipe où on ose se dire les choses, même si ça fait mal. En gros, c'est tout l'inverse du monde des bisounours. Alors, si vous êtes dev senior, si vous êtes lead, tech lead, manager, il y a quand même quelques petites choses qui peuvent aider à avoir de la sécurité psychologique. Déjà, il y a un piège qu'il faut éviter. Quand vous avez des discussions techniques, que ce soit en mob ou pas en mob, il faut éviter de parler trop tôt. Pourquoi ? Parce que quand on a un peu de bouteille et qu'il y a un problème qui vient sur la table, on a souvent plein d'idées tout de suite. On pense en fait à ce qu'on a pu faire par le passé et on a des décisions toutes faites déjà en tête. Et le problème, c'est que si vous vous exprimez, vous n'allez pas vraiment encourager ceux qui ont
ou celles qui sont moins à l'aise, les personnes les moins expérimentées. Pourquoi s'exprimer? Pourquoi parler de mon idée si le tech lead de mon équipe a déjà sorti du chapeau une solution toute faite? Donc voilà, ça c'est le premier piège à éviter. Ensuite, si vous êtes manager, il faut montrer l'exemple. Et pour qu'il y ait beaucoup de sécurité psychologique, c'est bien d'avoir du feedback, mais d'en avoir le plus possible et le plus souvent. Alors là, je vois Marjo qui rigole parce qu'en fait, toutes les semaines, mais vraiment toutes les semaines, mais c'est pareil pour toute l'équipe, je lui demande si j'ai fait quelque chose que il fallait pas, quoi, ou si j'aurais pu mieux faire les choses. C'est pas une question auquel elle aime répondre. Et je comprends parce que c'est difficile de dire à son chef, ouais, écoute, là, t'as un peu merdé. Mais comme c'est difficile, c'est bien que je lui pose la question. C'est bien d'encourager ce genre de choses. Et honnêtement, quand je reçois une réponse à cette question, mais je suis vraiment hyper content. C'est vraiment de l'or, quoi. L'autre chose, c'est bien aussi de montrer qu'on est vulnérable, de montrer que c'est OK de ne pas tout savoir. Parce que si vous êtes vraiment bien à l'aise dans votre équipe et que vous ne le faites pas, pourquoi les juniors le feraient? Et c'est normal de ne pas tout savoir. Et c'est là que c'est intéressant, parce que quand dans une équipe, on est suffisamment à l'aise pour dire voilà, levez la main, je ne sais pas, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on progresse. Alors là, je vous dis tout ça, on vous dit tout ça sur la sécurité psychologique, sur le mob. Vous vous dites peut-être, ouais, ils sont gentils, mais moi je travaille à la maison, je suis un peu tout seul, je me sens pas trop concerné. On n'est pas trop d'accord, parce que pour le coup, on fait beaucoup de remote, et on peut vous dire que le mob programming à la maison, mais c'est hyper chouette. Ça permet de bénéficier des avantages du remote, mais ça gomme vachement les inconvénients. En effet, nous, on n'a jamais eu de problème au fait de faire du mob en étant en télétravail. Le premier défi, c'est que ça va venir casser le sentiment d'isolement qu'on peut parfois ressentir lorsqu'on est en télétravail. L'autre point qui est intéressant, c'est que, et qui va peut-être vous paraître contre-intuitif, c'est qu'on a constamment nos caméras allumées. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça nous donne accès à toute la communication non verbale. C'est-à-dire que s'il y a un silence, mais que mes collègues voient que je commence à faire une mimique comme ça, ils savent que je suis en train de réfléchir et ils vont me laisser le temps. On prend également toutes nos décisions en commun, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir plus de poids dans le choix décisionnel que par exemple Alex ou n'importe qui de l'équipe. Donc naturellement, il va y avoir une phase de divergence où on n'est pas d'accord. Et c'est d'ailleurs ce qu'on attend, puisque c'est le moment où on va venir se challenger. Et naturellement, après, on va converger vers une solution commune. Mais du coup, c'est vraiment important pour nous d'avoir accès à toute cette communication non verbale. Et pour recréer notre environnement de travail et que ce soit un petit peu ludique et amusant, on utilise un outil qui s'appelle GatherTown, qui va venir recréer virtuellement votre environnement de travail. Donc vous allez avoir un petit personnage que vous allez pouvoir déplacer, et lorsque vous allez arriver à proximité d'une personne ou un espace où il y a déjà des personnes présentes, les caméras vont s'allumer et vous allez pouvoir communiquer. Finalement, c'est un petit peu un moyen pour recréer virtuellement les interactions qu'on peut avoir au bureau, c'est-à-dire quand vous traversez l'open space ou le couloir pour aller poser une question. Alors si on en revient très concrètement à comment on fonctionne, à quoi ressemble une semaine type pour nous, on a un rituel, celui dont j'ai parlé rapidement au début de la présentation. On appelle ça le weekly, c'est le vendredi en début d'après-midi. En gros, on a toute l'équipe, y compris les représentants de nos utilisateurs, le business. On fait une démo de ce qui a été réalisé, et puis on recueille le maximum de feedback, et on ajuste au besoin les priorités pour décider de ce qui va être fait la semaine suivante. Puis le reste du temps, on fait du pair et du mob. Bon, alors là, bien sûr, c'est une image qui est un petit peu édulcorée parce que, bien évidemment, on ne travaille pas tout seul et on a des sollicitations qui peuvent venir de part et d'autre. Alors, le truc, c'est que, au départ, moi, je suis vraiment fan de mob. Faire du mob tout le temps, c'est vraiment, ça ne me dérange pas. Et c'est ce qu'on faisait au début. Le problème, c'est qu'au début, on n'avait pas de prod. Depuis, on a développé plein d'applications. On a de la prod. On a du coup des demandes de support, des réunions, et puis on fait aussi de plus en plus des choses, c'est pas du code, quoi, genre de la discovery, du recueil de besoins.
Et du coup, on est bien d'accord, hein, quand on peut rester tous les 6, puisqu'on est 6, 4 devs expérimentés, 4 devs moins expérimentés, quand on démarre un nouveau chantier, quand on doit poser des bases techniques, le mob, mais pour moi, il n'y a pas mieux. Hein. Mais le truc, c'est que si nous tombe dessus un problème de prod, s'il y a une réunion importante auquel il faut participer, on ne peut pas rester tous les 6. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions. Et alors dans cette partie, on voulait vous parler d'un petit peu toutes les configurations qu'on a mis en place dans l'équipe pour répondre à différents problèmes. Et le premier qu'on voulait vous présenter, c'est la configuration qu'on appelle Batman. Alors Batman, c'est le surnom qu'on donnait aux personnes qui étaient chargées de l'intendance dans l'armée britannique, mais dans notre équipe, c'est la personne qui va se détacher quand on va avoir une personne qui va venir nous solliciter. Alors très concrètement, ça se passe ainsi. On va avoir une personne qui va être demandeuse, et du coup, l'un d'entre nous va se détacher du groupe de mob, va prendre sa cape de Batman et va, si possible, résoudre le problème avec la personne. Si jamais il y a besoin de plus de temps, de plus de compétences, de creuser un point ou un autre, bien évidemment qu'on va prévoir un point ultérieurement. Mais dans l'idéal, on essaye de répondre à la question. Et le bénéfice, c'est que lorsque Batman va réintégrer le groupe de mob, ça va être beaucoup plus facile pour lui, puisqu'il aura juste à poser la question par rapport à là où je vous en ai laissé, sur quel test on est, où vous en êtes, et va du coup pouvoir réintégrer le groupe facilement. Et pour le reste du groupe du mob, l'avantage, c'est qu'il n'y aura jamais eu de cassure dans le flot de réflexion. Donc on va s'épargner l'inertie de devoir se replonger dans un sujet parce qu'on a été coupé. La deuxième configuration dont on voulait vous parler, c'est la configuration 4.2. Là, c'est typiquement le cas où on a un problème à gérer, une tâche un petit peu secondaire à traiter. Qu'importe, on va faire un groupe de mobs et un groupe de pairs. Le rôle du groupe en pair va être de traiter le sujet. Bien évidemment, une fois qu'on a fini notre tâche, on se remet tous ensemble et on décide de changer de configuration pour s'adapter au ticket suivant. Alors, il y a aussi un autre facteur qui fait que on a dû parfois se splitter. Il se trouve que tout au début, on était moins nombreux et essentiellement, on était des développeurs très expérimentés. On mobait et moi, étant fan de mob, je me disais, ouais, mais c'est vraiment super chouette le mob. Et c'est une pratique qui est idéale en fait pour partager, pour le transfert de connaissances. Et du coup, quand on a recruté une personne junior, je me suis dit, ça va être super chouette parce que cette personne, elle va intégrer le groupe et puis elle va apprendre plein de choses, elle va monter en puissance, mais super vite. Et elle est arrivée dans l'équipe et dès le premier jour, elle a mobé avec nous. Alors ça s'est bien passé, mais pas aussi bien que j'aurais aimé. Bien, pourquoi ? Parce que la sécurité psychologique, c'est quelque chose qui se construit, quoi. Et voilà, quand on est junior, on commence à mober avec une équipe qu'on ne connaît pas encore très bien. C'est pas super confort, quoi. On a plein de questions, on n'ose pas trop les poser, on n'ose pas trop ralentir le groupe parce qu'on a l'impression de ralentir le groupe en posant des questions. Et puis côté senior, on veut dépoter, quoi, parce que il y a un weekly à la fin de la semaine, il y a une démo et on veut avancer. Et du coup, il y a un peu de friction. On a fait un peu différemment, tout en continuant à faire du mob. On s'est splitté en fait en 2 groupes de mob, avec un premier groupe que des seniors, que des devs expérimentés, concentré vraiment sur le sujet prioritaire du moment, en mode on continue de dépoter. Et puis un deuxième groupe avec les personnes moins expérimentées, et puis au moins une personne très expérimentée. Et le but de ce groupe, en fait, c'est de vraiment maximiser la montée en compétences des juniors, faire en sorte que qu'elles puissent être autonomes le plus vite possible, tout en travaillant sur un vrai sujet, mais un sujet un peu moins prioritaire, sur lequel il y a un petit peu moins de pression. Alors, le premier point qu'on voulait vous partager, ça va peut-être vous paraître contre-intuitif, mais en tant que junior, on va passer plus de temps derrière le clavier. Alors du coup, ça va avoir le premier bénéfice que le rythme du groupe va venir se caler sur le node, donc ça va être plus agréable pour tout le monde, mais également ça va être un excellent indicateur de la clarté des discussions qui ont lieu autour de nous. Tout simplement parce que si le code qui est décrit autour de moi n'est pas suffisamment clair,
je vais avoir des difficultés à l'implémenter dans l'IDE. Donc finalement, ça va être un excellent indicateur sur ce point-là. Alors quand j'ai intégré l'équipe, ce qu'on faisait au début, c'est qu'avant de commencer à mober, on prenait toujours un petit temps pendant lequel je pouvais poser toutes mes questions. On s'assurait aussi que j'avais tous les concepts en tête, que le problème était clair à résoudre. Alors ça, c'était vrai au début, ça l'est plus du tout aujourd'hui. En revanche, ce que je fais toujours, c'est que je vais prendre un petit temps où je vais me pencher sur le ticket et me dire, tiens, comment moi je le résoudrais ? Et je vais du coup pouvoir raisonner à mon rythme, me dire, tiens, oui, là, il faut que je fasse attention à ça, va falloir intervenir sur tel et tel fichier. Et l'objectif, c'est toujours le même, c'est de fluidifier au maximum le temps où on va mober tous ensemble et que ce soit le plus agréable possible. Ceci étant, au bout de quelques mois, à force de mober avec des personnes plus expérimentées autour de moi, j'en suis venue à douter de mes compétences, à douter de ce que j'étais capable de faire. Et du coup, j'en ai parlé à Alex et je lui ai dit, voilà, je doute, je ne suis pas sûre de moi. Et c'est la raison pour laquelle il m'a proposé de faire du pair entre juniors. Alors, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a vraiment été très structurant pour moi. Parce que le fait de pouvoir faire du pair avec un autre junior, ça m'a permis de me rassurer, de prendre confiance sur ce que j'étais capable de faire et sur les automatismes que je pouvais avoir. Alors, je ne vais pas vous mentir, on était beaucoup plus lent que si on mobait avec quelqu'un d'expérimenté. Mais la finalité, c'est qu'on y arrivait quand même. Et pour l'anecdote, une fois, on s'est même surpris avec mon collègue. On a fait notre ticket, on s'est dit, oulala, on est allé bien trop vite, on a dû se tromper. On a recommencé. Et en fait, non, c'était bon la première fois. Mais en fait, c'était vraiment formateur parce que ça permet de gagner en confiance et du coup d'être plus à l'aise quand on mob avec plus de monde. Alors là, on vous a parlé de quelques configurations qu'on utilise, mais bien sûr, il y en a vraiment plein d'autres. Il y a aussi un facteur qui fait que parfois on va se splitter. C'est tout bonnement parce que parfois une partie de l'équipe va être à la maison, une autre au bureau. Et le mob, c'est un peu comme les réunions en hybride, ça marche moyennement bien. Alors on peut se splitter, on a un groupe maison et puis un groupe bureau. Mais quoi qu'il en soit, quand on se split, on va souvent on va essayer de ne pas travailler sur des sujets qui soient diamétralement opposés, quoi. On va plutôt travailler sur le même thème, faire ce qu'on appelle du swarming, se mettre en mode essaim d'abeilles et attaquer le même problème mais des facettes différentes, quoi. Comme ça, en fait, on a un sujet dans l'équipe, mais ce sujet-là, il avance super vite. Quoi qu'il en soit, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que s'il y a une personne qui a vraiment toutes les cartes en main pour savoir comment vous pouvez travailler de manière efficace, c'est vous, en fait. Là, pour le coup, nous, on vous a montré des manières de s'organiser, mais qui nous correspondent à nous, et ce n'est pas prescriptif, quoi. Si on en revient à notre agenda de la semaine, on a de manière très très classique, au début de la journée, un daily, ce qui nous permet de, très classiquement d'échanger sur ce qu'a pu se faire la veille et puis s'organiser pour la matinée. Et comme on ne va pas forcément être tout le temps en mob, on s'est rajouté une sorte de deuxième daily, mais 100% dev, pour échanger en fait sur les points techniques qui auraient pu être vus, mais pas tout en équipe, pendant la matinée. Et puis ça nous permet aussi de nous réorganiser différemment en fait, pour l'après-midi. On a également un rendez-vous une fois toutes les 2 semaines avec toute l'équipe, c'est-à-dire également la partie produit et data. Et donc, on fait une rétro. Alors, l'objectif de notre rétro, c'est de faire le bilan des 2 semaines qui se sont écoulées et de partager ce qui a fonctionné, mais aussi ce qui a moins bon fonctionné pour en tirer un nombre restreint d'actions qui vont venir guider les 2 semaines suivantes. Alors là, l'objectif, c'est à nouveau de fluidifier le travail entre nous, de nous améliorer, mais aussi de préserver le côté agréable et fun de travailler ensemble. Parce qu'un des bénéfices aussi du mob, c'est qu'on prend du plaisir à pouvoir coder tous ensemble. Alors là, vous vous dites peut-être, ils ne sont jamais seuls, mais quand est-ce qu'on a le temps d'expérimenter un petit peu ou de creuser un sujet ? Et le lundi matin, on a mis en place une pratique d'extreme programming qui s'appelle Slack Time. Alors le Slack Time, c'est un temps qui est dédié à l'apprentissage. Donc on va pouvoir faire des katas, par exemple, c'est mon cas, où on va pouvoir creuser une nouvelle techno qui nous inspire, une librairie, peu importe. C'est un temps vraiment dédié pour ça. Et le vendredi après-midi, on va avoir ce qu'on appelle notre point veille tech. Et comme son nom l'indique, c'est un temps qui est dédié au partage de toute la veille qu'on peut faire de notre côté.
Et c'est également le moment idéal pour partager les expérimentations qu'on a pu faire, par exemple, le lundi matin, et toujours, encore une fois, s'enrichir les uns des autres. On arrive vers la fin de la présentation et on ne voulait surtout pas vous faire passer le message comme quoi notre fonctionnement il est parfait. Il y a pas mal d'écueils et le premier auquel nous on pense, celui dans lequel on peut tomber assez facilement, c'est celui de ce qu'on appelle côté produit la feature factory. Alors si vous ne connaissez pas le terme, en gros une équipe, une feature factory, c'est une équipe qui va construire plein de fonctionnalités, mais avec une valeur métier, une valeur pour les utilisateurs qui est parfois pas au rendez-vous. Et ça pourrait nous arriver, ça peut nous arriver parce que quand nous autres devs, on doit choisir comment on va passer notre temps, si on fait plutôt du code ou plutôt parler aux utilisateurs, faire de la product discovery. On va souvent choisir plutôt le code. Parce qu'on a un gros biais, on aime bien ça déjà. Et puis on a une démo à la fin de la semaine, on veut faire une belle démo, on veut montrer plein de trucs très chouettes. Ceci étant dit, ça c'est le point pour vous dire, voilà, on en a conscience et on sait qu'on va travailler dessus pour devenir encore plus des ingénieurs produits. Alors pour terminer cette présentation, on voulait tout d'abord vous recommander chaudement 2 livres. Le premier, c'est Extreme Programming Explain, Embrace the Change. Même s'il a été publié en 2024, je suis sûre que vous serez surpris par toutes les pratiques et les principes que vous retrouverez dedans et qui nous parlent toujours autant aujourd'hui. Et alors le deuxième livre, c'est plutôt sur le mob. Alors on a parlé beaucoup de mob, mais il y a plein d'aspects hyper pratiques qu'on n'a pas abordés. On ne pouvait juste pas. Et il y a un livre, donc Code with the Wisdom of the Crowd, qui est vraiment hyper chouette. Il y a vraiment plein de questions qui sont abordées dedans. Si par exemple vous vous posez la question, mais comment on fait du debug en équipe, ce genre de choses, c'est abordé dans ce livre. C'est vraiment le must, en tout cas pour nous, sur le sujet. Pour celles et ceux qui voudraient tester le mob ou le pratiquer, il existe également des meet-up comme le Mob Programming francophone. Donc c'est un meet-up en ligne. Donc peu importe où vous habitez, vous pouvez y accéder. Il y a également des sections mixtes et des sections non mixtes. L'idée c'est vraiment de pratiquer le mob ensemble. Et le point qu'on voulait vous proposer aussi, c'est si vous êtes en équipe, vous pouvez par exemple profiter de vos pauses déjeuner ou peu importe si vous avez un temps pour faire un kata en mob programming. Ça peut être l'occasion de le tester tous ensemble. Mais également si vous avez un sujet où c'est un petit peu épineux, ça fait un petit peu de temps que vous vous dites « Ah là là, c'est pas évident de le résoudre », c'est finalement une formidable opportunité pour peut-être le tester, de le résoudre en mob. En tout cas, au risque de nous répéter, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est uniquement notre retour d'expérience. Il est vraiment important que vous gardiez à l'esprit que vous êtes libre de choisir d'arrêter ou de continuer, de faire comme vous en avez envie. L'important, c'est de mober ou de coder, peu importe, comme ça vous ressemble et comme ça vous plaît. Parce que, encore une fois, le mob, c'est avant tout une façon fun de travailler ensemble et ça doit le rester. On vous remercie à tous et à tous pour votre attention. Merci à tous. Et on a quelques ressources pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Et bon, vous avez compris, s'il y a une personne à suivre sur les réseaux, c'est ce monsieur, Woody. Et puis, on vous a mis quelques articles et quelques vidéos. Merci à tous. Et on a du temps pour des questions. Oui, si vous en avez, Merci déjà pour cette présentation et la synthèse que vous avez pu faire de vos 4 années d'expérience. Moi, j'avais 2 questions. C'est sur l'outillage. Comment faire du mob avec effectivement chacun des claviers et puis comment les gens arrivent à travailler en se partageant effectivement ces claviers. Puis ma deuxième question rapide, c'est une semaine, c'est très court. Qu'on doit faire du refactoring et que le métier change d'idée, est-ce qu'en une semaine, on a le temps, de refactorer et en plus de montrer des futures intéressantes? Je te laisse répondre pour le... Ok. Alors, pour la première question, c'était sur les outils. Donc, nous, on utilise LiveShare, mais il en existe plein d'autres. C'est un outil qui permet du coup de pouvoir coder en simultané. Et on peut voir également où se situe chaque personne dans le fichier de code. On a choisi LiveShare aussi parce qu'on utilise l'outil Wallaby.js qui nous permet du coup de voir en fait la couverture de code avec des petites pastilles de couleurs.
Mais encore une fois, il y a plein d'outils différents qui vous permettent de coder en simultané à plusieurs. Et pour la deuxième question, effectivement, c'est pas facile. On travaille en trunk-based et en fait, la technique qu'il faut vraiment maîtriser, c'est ce qu'on appelle, c'est pas trop documenté, mais le branch by abstraction. Ça permet en fait de pousser du code, même sur la branche principale, mais même si c'est pas terminé, ça peut partir en prod, ça ne sera pas activé. Donc c'est pour ça que même si on travaille sur des rythmes d'une semaine, des refactors, on en fait tout le temps, quoi. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, merci. Et du coup, moi, j'avais une autre question. C'est d'après votre organisation, vous faites beaucoup de pairs et de mobs. Est-ce que vous avez déjà essayé d'éliminer les daily face à ça, vu que vous êtes souvent ensemble et que l'information doit déjà bien circuler? Alors en fait, c'est pas parce qu'on est tout le temps ensemble que, paradoxalement, on s'est tout dit le matin. En fait, c'est vraiment un temps déjà qui n'est pas uniquement avec les devs, c'est également avec la partie produit et la partie data. Et c'est vraiment un temps qu'on ne pourrait pas enlever parce que c'est là où on va échanger, se synchroniser aussi sur les priorités, pouvoir se mettre à niveau avec ce que le reste de l'équipe peut faire côté discovery, etc. Donc même si on est tout le temps ensemble côté dev, on ne pourrait pas faire l'impasse de ces moments-là. Effectivement, ça n'a rien à voir, pour l'avoir vécu, un daily dans une équipe qui fonctionne en mode plus classique. Ce n'est pas du tout les mêmes sujets qu'on va aborder, quoi. Là, c'est vraiment effectivement le daily, en tout cas le matin, c'est essentiellement de la communication entre dev et non-dev. D'accord. Et j'ai une deuxième question sur la partie mob programming. Pour moi, ce que j'ai en retour d'expérience, c'est que c'est bien, mais c'est très sollicitant pour le cerveau. Est-ce que vous avez un 80% de mob programming et le reste, on repose un peu le cerveau en paire? Ou est-ce que vous avez réussi à faire en sorte que votre cerveau puisse absorber ce genre de décharge continuellement? Parce que c'est un exercice, finalement. Alors, le secret, c'est de faire des pauses. En fait, les rares fois où on a un peu... on s'est laissé aller sur les pauses, on était fatigué en fin de journée. C'est vraiment, il faut se discipliner, faire des pauses régulièrement pour pouvoir justement avoir un rythme d'attention qui descend pour pouvoir être efficace après quand on mob. Donc en tout cas, nous, on essaye de faire des pauses très régulièrement pour ça. Et du coup, ça nous permet de mobber et de pairer toute la journée, sauf quand on est sur d'autres tâches. Et puis il y a aussi la règle des 2 pieds, hein, on réinsiste là-dessus, mais il faut pouvoir être libre de partir, de faire autre chose, mais vraiment n'importe quand. Merci. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question. Quand vous êtes en mob programming, comment vous vous débrouillez pour gérer le temps des tests? Puisque j'imagine que dans la journée, vous implémentez et vous testez plusieurs fois. Est-ce que c'est parce que vos campagnes de tests sont très courtes en termes de durée, ou comment vous vous débrouillez de ça? Alors, le fait qu'on soit en TDD, on crée nos tests en continu. Ça, c'est le premier point. Et après, quand on va committer, du coup, on va avoir nos tests sur la... Peut-être que tu pourras mieux en parler que moi, Alex. Mais effectivement, on fait... Tu voulais dire autre chose? Non, vas-y, je t'en prie. Il y a le TDD, c'est une chose qui fait qu'on a pas mal de tests automatisés, mais aussi on teste aussi bien à la main. Clairement, quand on se synchronise en début de matinée ou en début d'après-midi, on va voir aussi les tickets qui sont prêts à partir en prod. Et ça, parce qu'on déploie aussi en prod très souvent. Et du coup, on va aussi voir qui passe en prod, et qui va passer un petit peu de temps à vraiment tester avant de mettre à jour la prod. D'accord, merci. Autre question? Merci pour la presse. Petite question, est-ce que vous avez déjà expérimenté d'intégrer des personnes en dehors de l'équipe de dev à votre mob, genre des PM ou d'autres profils? Alors, pour être honnête, personnellement, j'adorerais qu'on arrive à le faire. Mais ça marche si on fait, par exemple, des ajustements UI, où on va du coup itérer très rapidement avec la partie produit. Mais sorti de ce cadre-là, on n'a pas encore réussi à le mettre vraiment en place au quotidien. Pour le coup, dans une ancienne boîte, j'avais une collègue UX qui
qui m'avait avoué que tout au départ, elle trouvait ça l'idée complètement loufoque. Et puis, on avait fait une petite presse pour expliquer un petit peu ce que c'était. Et elle était mais vraiment à fond. Je pense qu'elle aurait pu participer à une session. Je sais qu'en Suède, il y a une équipe qui a refait le site internet d'une chaîne de télé, où là, pour le coup, ils ont fait du mob avec une UX pendant, je crois, plusieurs mois. Mais en tout cas, nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais après, c'est l'idée derrière software teaming. C'est vraiment toutes les personnes qui ont les compétences, donc PO, PM, UX, peu importe, tous ceux qui peuvent apporter au groupe. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation, c'est cool. Est-ce que vous travaillez sur des projets différents aussi? Et dans ce cas-là, comment vous vous organisez? Projets différents. On a plusieurs applications, oui. On en a pas mal. Oui, en fait, on a différents produits. On a des produits en interne, donc là, ça va être pour nos comptables, mais également pour nos opérationnels sur site ou nos commerciaux. Et après, on a aussi toutes les applications à destination de nos utilisateurs. Alors, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, on a 9 produits différents. Et après, on se répartit en fonction des besoins. Il y a des produits qui sont assez matures, donc là, on va être plutôt sur des petites évols. Et après, il y a des produits qui sont un peu plus récents. Et là, on va collectivement y passer plus de temps. Donc ça va vraiment dépendre en fonction des cas. Mais voilà, c'est vraiment le but du matin et de l'après-midi de se resynchroniser pour voir sur quel sujet on travaille et ce qui apporte de la valeur aux utilisateurs. C'est sûr qu'au sein d'une semaine, on ne va pas travailler sur les 9 produits à la fois. Ouais, non, c'est pas possible. Et tout le monde travaille sur tout en même temps. Et du coup, j'ai une autre question complémentaire. À partir de combien de personnes ça a un sens de splitter l'équipe, justement? Jusqu'à combien de votre expérience? Ça va vraiment dépendre des tâches. Par exemple, quand on va être en début, qu'on va construire notre modèle métier ou ce genre de tâches, là, si on est tous ensemble, c'est vraiment l'idéal. Après, si on est sur des évols un peu plus... par exemple, je ne sais pas, il y a une demande particulière. Là, on peut faire 3-3 ou 4-2. Ça... En fait, c'est vraiment, ça dépend du contexte. Franchement, moi, je peux me permettre, je ne poserai pas la question de cette façon-là. En fait, ce qui est important pour que ça marche vraiment bien, il faut qu'il y ait toutes les compétences nécessaires pour résoudre le problème. Peut-être qu'il y a 2 personnes suffisent. Peut-être que le sujet il est hyper touchy, il y a plein de ramifications et là il faut être plus nombreux. Enfin, dans une boîte précédente, on a pu mober à 6, à 8, ça pouvait marcher bien. C'est sûr que plus on est nombreux, plus c'est difficile. Merci à tous. Merci à tous et à toutes.